bonjour. On va commencer tout de suite par un petit quiz, mais juste avant, je vais vous donner quelques chiffres pour replacer quand même le contexte. On parle d'alimentation, il y a plein de choses à dire sur l'alimentation. Juste quelques grandes données. Donc, l'alimentation, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que les transports, c'est plus que l'énergie des bâtiments, et pourtant, c'est pas le sujet principal qui est mis en avant dans les politiques climatiques ou dans les lois sur la transition énergétique. Voilà. Mais c'est une réalité. C'est un gros sujet en termes de climat. Autre sujet, la biodiversité. J'ai pris un exemple, les poissons. 31,6% des stocks de poissons sont surexploités. Ça veut dire qu'ils ne se renouvellent pas, qu'ils ne peuvent pas se renouveler. On en pêche trop. Et 60% sont exploités à leur maximum. Ça veut dire que dans quelques années, si on continue sur ce rythme, on va vider les océans des poissons. 50% des fruits et légumes contiennent des pesticides. Là, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est des questions qui concernent notre santé, mais aussi les sols et puis ceux qui les produisent. 30% de la nourriture est gaspillée tout au long de la chaîne et la moitié, c'est au bout de la chaîne, c'est-à-dire chez nous, à la maison ou dans les restaurants. Un Français sur deux est en surpoids ou obèse. Et 30% des cancers pourraient être évités grâce à une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est les thématiques de santé publique. Aujourd'hui, alors ça dépend des pays, mais en tout cas, on mange de toute façon trop gras, trop sucré, trop salé. On le sait, et donc ça a des impacts importants sur notre santé. Et enfin, j'aurais pu rajouter aussi que 10% des emplois en France dépendent de l'alimentation, que ce soit en termes d'agriculture ou d'élevage, l'industrie agroalimentaire et puis la restauration. Donc il y a aussi un enjeu social et économique. Alors, une fois que je vous ai dit ça, à partir de maintenant, je vais parler surtout de climat et donc de l'impact de l'alimentation sur le climat, parce que c'est le sujet de notre conférence. Donc, évidemment, cela n'exclut pas les autres enjeux et les autres thématiques, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je préfère le dire en avance. Les enjeux que je vais présenter sont vraiment ceux liés au climat. Voilà, donc maintenant on va commencer, si vous voulez, le sondage. Je vais vous lancer une série de questions à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc c'est un petit quiz et puis je commenterai un petit peu les réponses au fur et à mesure. Donc je laisserai à chaque fois 1 minute pour que vous ayez le temps de répondre et puis on fera le point à la fin. Ok, tout le monde est prêt? Allez, top, c'est parti. Alors, 82% ont répondu manger une tomate en hiver, 18% manger une banane de Guadeloupe, et effectivement, la bonne réponse, c'est manger une tomate en hiver. Alors, je peux vous donner le chiffre. L'impact carbone d'une banane, donc vous pensez bien, c'est le transport qui joue beaucoup, c'est 0,14 kg de CO2 par kilo. Une tomate en janvier, c'est une tomate qui est poussée sous serre chauffée, et c'est 0,34 kg de CO2 par kilo, donc c'est presque 3 fois plus. Voilà. Allez, on passe à la question d'après. Donc, quels sont les légumes qui ne sont pas de saison dans cette liste? Et vous pouvez évidemment choisir plusieurs réponses. Hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué si vous connaissez pas par cœur les saisons. Sachant que aujourd'hui, si vous allez au supermarché, vous pourrez trouver tous ces légumes en rayon. Ok, top. Alors là, il y avait un petit piège. En fait, là, je sais pas, là, je peux pas voir sur le sondage qui a répondu sur tout, mais en tout cas, la bonne réponse c'était tous. Donc, il n'y a aucun de ces légumes qui est de saison. Alors, il est possible que vous commenciez à voir arriver des courgettes, peut-être des concombres là cette semaine ou ces derniers jours, donc c'est tout à fait possible. Mais normalement, c'est en avance. Tous ces légumes-là ne sont pas encore de saison. Voilà, c'était juste un petit jeu pour tester. À partir du mois de mai, de juin, là par contre, on pourra les consommer, ils seront de saison.
Ok, allez, on passe à la question d'après. Un peu plus difficile. Le transport représente une part du bilan carbone global de l'assiette, mais combien en moyenne? Est-ce que c'est 80%, 50%, 30%, 10%? Donc là, c'est intéressant. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça, c'est bien. Ça me plaît. Ouais, c'est même assez bien, c'est bien réparti. Top. Ok, alors là, vous avez répondu, donc 8% ont répondu 80%, 35% 50%, et 33% pour 30% et 24% 10%. Alors, la bonne réponse, c'est 10%. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris la question, mais c'était le bilan carbone global de l'assiette, donc c'est tous les aliments confondus. Mais effectivement, quand on fait le bilan carbone d'un restaurant ou de notre alimentation moyenne, bah, le transport représente 10% de ce bilan carbone euh, euh, en moyenne, et le reste, c'est bah, essentiellement la production et puis les quelques autres postes, les emballages, la transformation, mais le transport, c'est autour de 10%. Voilà pour cette question sur les transports. Mais donc c'est bien, là vous aurez appris des choses, a priori. Donc je continue. Donc dans un restaurant, vous êtes un restaurateur, vous avez 10% de viande de bœuf qui était importée et vous passez à 100% de viande de bœuf française. Vous passez à 100% de local. En faisant cette action, de combien pouvez-vous améliorer votre bilan carbone global de votre restaurant? Alors là encore, c'est intéressant, c'est assez réparti. Ok. Donc là, c'est assez réparti aussi, donc un tiers pour les trois dernières propositions. Et là encore, la bonne réponse, c'est la plus basse, donc c'est 0,8%. Alors je vous montrerai juste après pourquoi, mais effectivement, si on remplace juste de la viande de bœuf qui était importée par de la viande de bœuf française, bah, la réduction sur le bilan carbone global est uniquement de 0,8%. Il y a un lien entre les deux questions, évidemment, puisque le transport ne représente que 10%. Donc la baisse globale est moins évidente. Voilà. Allez, une autre question. Alors, parmi les actions suivantes, quelle est celle qui permet de réduire le plus le bilan carbone d'une cantine ou d'un restaurant? Acheter uniquement des produits de saison, mettre en place un repas végétarien par semaine, n'acheter que des produits locaux, réduire par portion de 15% la quantité de viande rouge et la remplacer par 15% de légumineuses et de céréales, ou passer en 100% bio. Donc là, elles ont tout un effet, mais quelle est celle qui a le plus d'effet sur le bilan carbone du restaurant ou de la cantine? Bon, a priori, les deux questions d'avant ont eu un impact sur l'impact du local. Et donc, on a introduit nouveau sujet qui est la saison. Ok. Alors, donc là, 45%, donc la majorité ont répondu que c'était acheter uniquement des produits de saison. Alors malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Il y a deux actions qui ont un impact très important. C'est celle de la réduction de la viande rouge, c'est la première d'ailleurs. En réduisant de 15% la part de viande rouge dans l'assiette, on a plus d'impact un peu plus d'impact qu'un repas végétarien par semaine et beaucoup plus d'impact que les autres propositions. Voilà pour cette question. Allez, les deux dernières questions, elles vont être plus faciles. Normalement, c'est plus pour vous donner quelques informations, un peu de provocation aussi. Donc, il y a une des affirmations suivantes qui est vraie. Réduire la viande en restauration collective, c'est tuer l'élevage français. 2/3 de la viande consommée en restauration collective est importée. Ah, on a quand même quelqu'un qui a dit que c'était tuer l'élevage. Alors, donc là, effectivement, bon, la première est une opinion, effectivement, on peut l'avoir, hein, je ne dis pas le contraire, mais la deuxième est une réalité. 2/3 de la viande consommée en restauration collective est importée. Alors, pas que la viande fraîche, beaucoup aussi la viande transformée qui est produite et qui provient d'autres pays. Donc, réduire la viande en restauration collective, on peut peut-être commencer par réduire celle qui est importée. C'est juste une
position si on ne veut pas toucher effectivement à l'élevage français. Allez, et puis la dernière, donc pareil, 2 affirmations, l'une est vraie parmi les deux. Donc manger du tofu contribue fortement à la déforestation et 80% du soja produit dans le monde sert à nourrir les animaux d'élevage. Ok, donc bon, ça, je fais pas plus de commentaires, je pense que vous avez compris. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage. Donc, on va continuer maintenant. Je vais vous dire quelques mots quand même sur tous ces chiffres que je vous ai présentés. L'idée était un peu de s'attaquer aux idées reçues qu'on pouvait avoir. Je vous présente un schéma parce qu'on se pose souvent la question quand on parle d'alimentation et de climat. Est-ce qu'on va plutôt faire du local, de la saison ou du végétal? C'est les 3 grandes thématiques qui reviennent. Il est important de savoir quand même la différence entre les 3 parce qu'elles ne sont pas équivalentes, comme vous l'avez remarqué. Et là, je vous ai remis quelques exemples. Donc là, on a des émissions de CO2 par kilogramme de plusieurs produits. Donc vous retrouvez donc sur la gauche, par exemple, la tomate locale de saison. Donc c'est 0,5 kg de CO2. La tomate espagnole, c'est celle qui est juste à côté, qui vient en camion de loin, donc 0,09. Donc si on prend que l'exemple de la tomate, effectivement, c'est le double si elle vient de loin. Donc ça, c'est important, effectivement, d'acheter de la tomate locale pour ce côté-là. Mais si vous regardez juste à côté, donc la tomate française hors saison, c'est 0,34. Ça veut dire qu'elle peut être locale, mais si elle est hors saison, ben on va exploser le bilan carbone. Et je le redis tout de suite, mon discours n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas faire du local. Au contraire, le local, ça a des impacts très importants et très bénéfiques en termes économiques et sociaux, et puis en termes de circuits courts et de connaissances aussi de ceux qui produisent. Mais si on parle en gaz à effet de serre, il est important de savoir qu'il ne suffit pas de s'approvisionner en local pour répondre aux enjeux des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à droite, vous avez les impacts de la production, notamment des viandes animales. Et donc, vous voyez que là, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, du poulet, du porc ou du poisson, on est déjà dans des proportions beaucoup plus importantes, de 10 à 15 fois plus importantes que, par exemple, pour les céréales et les légumineuses. Et si on parle de viande rouge, ben là, on explose complètement les compteurs. Et c'est là que je vous ai remis, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que si je passe du bœuf importé au bœuf local, ben alors effectivement, on va réduire un petit peu sur le transport, mais en fait, l'impact le plus important sur le bœuf, c'est la production même, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu dans la phase d'élevage. Et donc, le fait qu'il soit local ou pas ne change pas énormément sur le bilan global. Voilà, je sais que c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est une réalité dès qu'on parle de climat. Voilà un petit peu sur ces sujets. Alors, pour vous donner un peu une perspective, si ces sujets-là vous intéressent, on a créé, je vais vous le mettre sur l'écran, donc un outil qui est un calculateur qui s'appelle Étiquetable, que vous pouvez retrouver donc sur notre site étiquetable.ecodeinitiative.com. Vous allez dans l'éco-calculateur et vous avez ici une petite calculette qui vous permet de créer, en fait, à partir de n'importe quelle recette, en fait, calculer les impacts de cette recette. Donc, je vais juste vous le montrer sur un exemple. Donc là, je crée, par exemple, je prends 2 lignes de fruits et légumes. Je vais choisir ma tomate. Je vais reprendre la tomate, elle prend cher aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Donc déjà, mon outil va me dire attention, elle est hors saison. Vous avez une colonne hors saisonnalité ici. Elle se met tout de suite en rouge et elle me dit attention, c'est hors saison. Bon, ok, je prends en compte. Et je vais rentrer par exemple 100 grammes de tomates dans les quantités. Puis je vais prendre une autre tomate. Là, je ne sais pas si, en fonction de votre connexion, si tout s'affiche en direct assez rapidement.
Si c'est pas le cas, vous pourrez le faire vous-même sur le site plus tard. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc là, si vous voyez en bout de ligne, je suis à 214 grammes de CO2 par couvert pour la première ligne. Et donc, je peux forcer, là, par exemple, supposons que ma tomate, je l'ai achetée de saison, donc dans un mois ou deux, et que je la passe en saison sur la deuxième ligne. Eh bien, le calculateur va m'afficher tout de suite l'impact carbone de cette tomate de saison. Donc pour mes 100 grammes que j'ai rentré, et on est à 24 grammes de CO2 par couvert. Donc, on est à un facteur 10 entre la tomate qui est consommée de saison et celle hors saison. Voilà. Et puis après, évidemment, vous pouvez rajouter, jouer sur la viande, par exemple. Bon, voilà, le steak. Si j'avais pris 100 grammes de steak, je suis là à 2834 grammes de CO2 par rapport à mes 24 grammes pour la tomate de saison ou mes 214 grammes pour la tomate hors saison. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit un petit peu toutes les différences qu'il y a entre ces différentes approches de l'alimentation. Donc, local, oui, de saison, oui, mais si on ne s'attaque pas à la réduction de la quantité de viande ou de protéines animales, on ne répondra pas aux enjeux, en tout cas pour le climat. Voilà pour cette partie. Je vais revenir à mon écran. Donc, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions tout au long et on fera une séance de questions-réponses tout à l'heure. J'imagine que ça doit générer quelques réactions. Voilà. Alors, je vais accélérer un peu pour qu'on ait le temps de faire tout ça. Non, malgré tout ce que je dis, les choses avancent. Et pourquoi on a du mal à avancer sur ces sujets? J'ai essayé de lister quelques freins parce que c'est pas évident non plus. On voit pas beaucoup d'évolution sur cette partie-là, en tout cas. Eh bien, ces freins, ils sont structurels et liés aussi à nos habitudes. Alors, il y a des freins économiques, évidemment. Manger local, manger bio, manger de qualité, ça coûte cher. Donc ça, c'est un premier frein, évidemment. Le poids de la grande distribution qui a quand même beaucoup contribué à la diffusion des bas prix. Et quand on dit bas prix, c'est en général pas de la très bonne qualité, c'est importé, c'est fait dans des conditions pas toujours très nettes en termes environnementaux et sociaux. Et puis, on parle beaucoup en ce moment de la pression sur la rémunération des producteurs, ça a aussi des impacts sociaux importants. Donc bon, c'est un vrai frein celui-là. On s'est habitué à faire du low cost aussi dans notre alimentation. Ensuite, il y a un frein qui est lié à nos habitudes. Donc on consacre de moins en moins de temps à l'alimentation et donc à la cuisine. Et donc on va acheter plus de produits préparés, tout faits, rapides, ou acheter dehors à manger. Et un repas par jour est un plat préparé industriel et souvent il est trop salé, trop sucré ou trop gras, donc ça joue aussi sur notre santé. Et puis on a des habitudes, on s'est habitué à manger de telle manière depuis tout petit, et on a des croyances aussi sur ce qu'il faudrait ou pas, ce qui est bon ou pas pour notre alimentation. Donc tout ça, c'est des freins réels. Et ensuite, on a des freins en termes d'information. On a un manque de connaissances du consommateur sur, par exemple, la nutrition notamment, mais aussi sur les impacts réels. Donc, on l'a vu dans le sondage qu'on a fait juste avant. Et puis, on a un manque d'information et de transparence sur le contenu de l'assiette, sur ce qu'on mange. Alors, on commence à voir apparaître maintenant des informations nutritionnelles ou sur les labels, les conditions de production, mais on a encore beaucoup trop d'opacité. Quand vous êtes au restaurant, vous avez très très peu d'infos sur le contenu d'où a été produit et comment a été produit ce que vous mangez. Et puis on a un frein aussi réglementaire. Aujourd'hui, par exemple, en restauration collective, on a des repères nutritionnels, donc on est obligé de suivre un certain nombre de règles pour que les repas soient équilibrés. Sauf que ces repères nutritionnels ont été construits sans tenir compte des impacts sur le climat ou sur l'environnement, mais uniquement d'un point de vue nutritionnel, parce que à l'époque, c'est vrai que c'était pas forcément les sujets les plus mis en avant. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir des repères nutritionnels qui sont tout à fait équilibrés, mais qui sont basés sur d'autres choix
qui prennent en compte la durabilité aussi de notre alimentation. Est-ce que voilà, dans 20 ans, on aura suffisamment de poissons? Est-ce que les impacts de l'élevage sur l'environnement seront encore soutenables? Et donc, voilà, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, ce sont des freins. Donc ça, c'est pour connaître les freins, c'est important pour les dépasser, évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça bouge depuis maintenant, je dirais 2-3 ans très très fort, mais ça bougeait déjà depuis quelques années. Il y a des gens qui travaillent sur ces sujets depuis un moment. J'ai essayé de lister ici un peu l'écosystème de tous les acteurs qui œuvrent pour une alimentation durable. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont parmi ces acteurs et qui ne se retrouvent pas là-dedans, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout une liste exhaustive. Donc, j'ai pas la place de mettre tout le monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à vous faire connaître si vous voulez. Voilà, nous, on essaye de lister, de référencer tous ces acteurs. Vous les avez sur l'écran, vous pourrez les revoir, mais je ne vais pas tous les citer un par un. Mais globalement, vous avez les citoyens et les consommateurs qui sont très actifs aujourd'hui, qui changent leurs habitudes, qui changent leur mode de consommation. On le voit très bien sur beaucoup de sujets, que ce soit sur le bio, sur le local, sur les AMAP et sur les végétales, évidemment. Et puis, vous avez toutes les ONG, toutes les associations qui travaillent sur ces sujets. Et puis, vous avez les producteurs qui se mettent en coopérative ou en fédération, les producteurs bio, les producteurs locaux qui travaillent aussi pour diffuser une meilleure alimentation. Et puis, vous avez tout ce qui concerne le public, donc soit les collectivités locales, l'État, des organismes de recherche, des plateformes de financement ou le privé à travers des fondations ou des entreprises. On va en voir quelques exemples aussi tout à l'heure parmi les témoignages, donc qui créent et qui inventent aussi une nouvelle manière de s'alimenter. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère être dans les temps et je pense que là, on peut passer aux questions-réponses. Et donc, c'est là que j'interviens. Donc, en effet, il y a eu différentes questions, beaucoup de réactions. Donc, c'est super. Plusieurs questions, et c'est la première thématique qui ressort, qui porte sur l'origine des données derrière, sur ces calculs. Et donc, je vais prendre par exemple la remarque de Thiago qui nous dit « Sans savoir vraiment quelles hypothèses de base vous avez utilisées pour les différents calculs, en ce qui concerne les chiffres de référence pour les calculs, on a du mal à croire en des résultats de ces calculs. » Et ça fait écho en fait à d'autres questions. Par exemple, on nous questionne, Véronique nous demande « Ces chiffres pour le bœuf prennent-ils en compte les différents modes d'élevage ?» Donc voilà, beaucoup de questions autour de la viande et quelles sont les hypothèses de calcul derrière, d'où viennent ces données sur lesquelles s'appuie le calculateur. Ok. Alors, toutes les données proviennent d'une base publique que vous pouvez consulter, qui est la base carbone de l'ADEME, et une autre base qui s'appelle Foodgess, qu'a produit également l'ADEME. Donc, toutes ces données sont disponibles et publiques. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est l'organisme public qui fait des études, des analyses de cycle de vie à travers un projet qui s'appelle Agribalise, sur les impacts effectivement climat, mais aussi d'autres impacts environnementaux de la production de notre alimentation. Et donc tous les chiffres que je vous ai présentés proviennent de cette base de données et correspondent à des études qui ont été menées par un organisme légitime et reconnu. Et pour répondre à la question sur la viande, la partie mode d'élevage, aujourd'hui, on a des chiffres moyens qui sont donnés. Donc, il y a là, ici, le chiffre que je vous ai présenté est un chiffre moyen, donc qui correspond à une moyenne des modes d'élevage en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement on va réduire le bilan carbone parce qu'on va faire du pâturage par rapport à du bœuf élevé au soja.
ce qui est possible. Il y a un certain nombre d'études qui sont en cours là-dessus. Mais néanmoins, la plus grosse partie des émissions de gaz à effet de serre des bovins, malheureusement, des ruminants, c'est les émissions de méthane. Et ça, c'est structurel. Quelle que soit leur alimentation, il y en aura toujours. Et donc, effectivement, on pourrait éventuellement, là, il y avait 28 kg de CO2 par kilo pour le bœuf. Peut-être que le bœuf au pâturage pourrait être à 26 kg ou 25 kg de CO2, mais on restera toujours dans des ordres de grandeur qui sont élevés, malheureusement. Et donc, tous ces chiffres sont disponibles. Hein, vous pouvez les vérifier sur le site de l'ADEME. Ok, super. Bah, de ce fait, tu as répondu à d'autres questions qui étaient notamment sur les périmètres, les modes d'élevage et son incidence. J'ai une question d'un gourmand, a priori, qui nous demande et l'impact du chocolat dans tout ça. Bah, le chocolat, c'est un peu, je dirais, comme la banane. Hein. C'est un produit qui est lointain, donc qui est fait loin, mais qui est en partie quand même végétal et a priori qui est transporté d'ailleurs comme le café, les épices par bateau. Et donc l'impact du transport, c'est celui que j'ai présenté au début. Donc il y a un impact, mais il reste limité. Donc si ce gourmand réduit un peu sa consommation de viande, il peut manger plus de chocolat. Voilà. Très bien. On a deux questions autour des choix au quotidien quand on fait ses courses. Donc j'ai une première question de Claire qui nous demande comment s'assurer la provenance des fruits et légumes sur les marchés, par exemple s'ils sont produits localement et bio. Et j'ai autour de ce sujet aussi Lorraine qui nous demande comment connaître précisément à 1 ou 2 semaines près la saisonnalité des fruits et légumes, comment ne pas tomber dans le piège des calendriers faits par les professionnels à la grande distribution. Ouais, alors les deux sont une bonne question. Alors normalement, sur les marchés, les provenances des fruits et légumes sont censées être notées. Voilà, si c'est pas le cas, il y a un problème. Après, pareil, si c'est bio, normalement le label doit être affiché. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des marchés, alors un peu moins dans les communes rurales, mais sur beaucoup de marchés, vous avez un mélange de produits locaux, donc avec des producteurs locaux, mais aussi des vendeurs, des maraîchers qui ont des produits importés. Là, faut demander, faut se renseigner, faut demander aux vendeurs si c'est ses produits à lui ou s'ils ont été achetés à Rungis par exemple ou ailleurs. Et donc voilà, moi personnellement, j'achète sur un marché, je vais chercher le producteur qui produit ses propres fruits et légumes, et ça va se voir tout de suite. Vous allez sur son étal, vous savez tout de suite si c'est importé ou pas. Ça se voit visuellement, on le voit. Il y a aussi la variété de l'offre, etc. Voilà. Et puis l'autre question, c'était sur la saison. Donc pour la saison, effectivement, c'est une difficulté, mais il n'y a pas de réponse simple. On ne peut pas savoir à 1 ou 2 semaines près, à part en temps réel, la saison, puisqu'elle dépend par nature des conditions climatiques, des endroits où a poussé effectivement le fruit ou le légume. Et donc les calendriers de saison des ONG notamment. Il y a Good Planet qui a un calendrier, il y a la Fondation Nicolas Hulot qui a un calendrier, je sais plus, il y en a quelques autres. Biocop aussi fait son calendrier, sont peut-être un peu plus fiables, on va dire, mais néanmoins d'une année à l'autre ça peut changer. Donc effectivement, comme je vous ai dit, là j'ai commencé à voir apparaître quelques courgettes sur les étals, donc il peut y avoir effectivement des différences même d'un mois sur la saison. Mais à la limite, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous savez qu'en janvier, c'est sûr que vous n'avez pas de tomates qui a poussé normalement. Donc voilà. Super. Je vois que le temps avance, donc je vais aller sur certaines questions et on répondra de toute façon à toutes les questions après. Donc j'ai plusieurs questions autour du rôle des acteurs autour de ça. Donc tout d'abord, un volet grande distribution. Donc une première question, selon vous, quel rôle jouent les grandes distributions dans l'alimentation durable? Et pareil, Gary qui nous signale, hier par exemple, j'ai vu dans un carrefour inscrit sur des tomates, c'est de saison. Donc comment se comporter par rapport à ces possibles fausses étiquettes? Donc un premier volet, grande distribution et que font-ils? Et un deuxième volet, plutôt restauration collective. Donc en entreprise, on nous demande les acteurs de la restauration collective en entreprise, Elior, Sodexo, etc., sont-ils en train de changer?
Et de la même manière, plutôt restauration collective, mais plutôt publique, pourquoi est-ce si compliqué d'imposer des menus végétariens plus fréquents en restauration collective? Tous les faits montrent qu'il s'agit d'une piste prioritaire pour réduire nos émissions de GES. Donc, je te laisse répondre sur les deux volets, grande distribution et restauration collective. Alors, vaste question. Là, il n'y a pas une réponse unique. Moi j'aurais tendance à dire, en fait, que ce soit la restauration collective ou la grande distribution, elle change si le consommateur change, tout simplement. Elle s'adapte au consommateur. Donc, il ne faut pas attendre qu'elle change toute seule. Il faut que tous ceux qui peuvent œuvrent pour le changement des habitudes d'achat, de consommation, aux consommateurs d'être aussi exigeants par rapport à ça et ne pas acheter, par exemple, des produits hors saison, ne pas acheter des produits où il n'y a pas des informations. En restauration collective, je dirais c'est la même chose. Oui, les acteurs de la restauration collective évoluent, font des choses, mais ça dépend aussi de leurs clients, qui peuvent être des entreprises ou des collectivités locales. Quelque part, c'est à elles d'exiger ou de demander dans les cahiers des charges aussi un certain nombre de choses. Et je pense qu'ils suivront. Il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Et enfin, la dernière question, c'était, tu peux me rappeler? Ah, on t'entend pas, Simon. Ouais, remets le micro. Pardon. Oui, c'était sur la restauration scolaire et le menu végétarien. Pourquoi est-ce si difficile de le mettre en place? Alors là, c'est les freins que j'ai indiqués tout à l'heure. Typiquement, on a des freins. Alors, il y a effectivement les règles nutritionnelles, comme je disais, il y a une réglementation nutritionnelle assez stricte qui s'appelle le GMRCN, donc en restauration collective, qui impose, par exemple, 4 fois sur 20 repas, 4 fois de la viande rouge, 4 fois du poisson, 4 fois, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y a une réglementation qui fait qu'il est très compliqué de passer à cause de cette réglementation, de passer à trop de plats végétariens. Et puis après, il y a d'autres freins qui sont plus d'ordre, je dirais, voilà, politique. C'est un choix politique à faire pour la collectivité, mais si elle le fait, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a encore beaucoup de peur et d'autocensure sur ce sujet, alors que effectivement tout pousse vers ça. Donc à vous tous qui êtes là et qui souhaitez de pousser vers ça, de faire pression en tant que parents d'élèves, en tant que collectivité, en tant qu'ONG. Mais c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. On va voir le témoignage juste après de la ville de Paris là-dessus. Voilà. Très bien, il y a d'autres questions, mais on va avancer vu que le temps avance et on pourra éventuellement les reprendre après ou y répondre a posteriori. En tout cas, toutes les questions auront une réponse.